mais qui parfois tournent nos films d'horreur. Bref, comme j'ai dit, Casablanca se conjugue dans tous les temps et dans tous les sens. Casablanca s'est beaucoup développé. Casablanca continue de se développer. Et l'idée aujourd'hui, quelque part, est de partir d'un état de lieu pour essayer un peu de se projeter à l'horizon 2030. Question déjà de commencer un peu à dépeindre le nouveau tableau de Casablanca, de commencer à imaginer cette Casablanca, ville hôte de la Coupe du Monde. Car pour la métropole, comme pour d'autres villes et pour tout le royaume, il faut être à la hauteur de ce rendez-vous. 2030, c'est même hissé en échéance nationale, impliquant la réalisation d'une multitude de projets. C'est pourquoi, à la Vieco, nous avons l'ambition de faire de cet horizon 2030, quelque part, une thématique régulière et récurrente de nos conférences débats, pour discuter et suivre, année après année, le développement dans plusieurs villes hautes, ainsi que les réalisations dans certains secteurs. Et bien évidemment, ce soir, on commence par la métropole, par la mégapole, par Casablanca. On aura le privilège de discuter ouvertement des chantiers et des stratégies en œuvre ou en réflexion avec les principaux décideurs locaux et régionaux, ainsi que des patrons de compagnies nationales très impliqués et très au fait des dossiers. Ce soir, nous prenons l'honneur de participer avec nous à cette conférence Madame Nabila Roumili, la présidente de la commune de Casablanca, en Eurodamme, M. Lotef Mazouz, président de la région Casablanca-Stade, M. Hamid Abdou, président directeur général de la Royal Air Maroc, et Sius Boukasmi, PDG de la Société nationale de gestion et de réalisation d'équipements sportifs, la Sonarges. Merci madame, merci monsieur d'avoir pris sur votre temps pour venir ce soir discuter avec nous de cette thématique et nous dire un peu plus sur le futur de Casablanca, un peu plus sur le futur de cette ville que l'on chérit tous. Merci de les applaudir, très fort le temps de les rejoindre sur les phrases et rentrer dans le vif du sujet et dans le débat. Merci. Merci encore d'être là. C'est Mazouz, c'est d'autres. Merci encore une fois. J'aimerais démarrer justement avec c'est Mazouz. Peut-être rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai envie de poser, comme préambule, une question un peu large, mais aussi directe. Le Casablanca et sa région, comment elle va être prête pour accueillir un événement mondial dans ce monde? D'abord, bonjour à toutes les présentes et à tous les présents. Je vois qu'il y a une grande affluence. Ça veut dire que le sujet est très intéressant et je remercie CECAD d'avoir pris la vie pour d'avoir organisé cette rencontre. Pour la petite histoire, ça a été un de mes étudiants. Donc, 2030, moi je fais 3 lectures de cette date. D'abord, c'est un horizon pour l'ensemble du Maroc et bien sûr pour notre région. 2030, c'est aussi l'échéance d'un ensemble de plans. Parce qu'il ne faut pas voir 2030 nous fout. 2030, 2024, 2030, ce sont 6 par cette année où le Maroc va connaître de grands chantiers. De grands chantiers à différents niveaux. Et 2030, bien sûr, c'est les civils qui se préparent à la Coupe du Monde dans Casablanca, la capitale de notre région. Je vais m'arrêter sur le deuxième 2030, qui est celui de l'horizon d'un ensemble de chantiers, des chantiers royaux. Et la Coupe du Monde est un chantier royal. Rappelez-vous que c'était Sa Majesté en personne qui nous a annoncé cette très bonne nouvelle de la co-organisation de la Coupe du Monde avec nos pays voisins et amis, l'Espagne et le Portugal. Mais d'ici là, nous allons connaître, et nous commençons déjà, le déploiement d'un ensemble de chantiers. Des chantiers à caractère social, couverture médicale, logement, augmentation du pouvoir d'achat des citoyens, un ensemble de chantiers. Des chantiers d'infrastructures comme l'eau, comme les routes, comme les autoroutes, comme le ferroviaire au niveau
national, et pas seulement au niveau de notre région. Et donc, dans un contexte un peu partisan, permettez-moi de faire une seule fois la publicité de mon alliance des économistes istiqlaliens. On avait fait un exercice. On avait évalué un peu tout le volume des investissements qui sont prévus, investissements matériels et immatériels, prévus entre 2024 et 2030. Bien sûr, il y a des choses qui vont venir et que nous n'avons pas pris en considération. En tout cas, ce qui était annoncé jusqu'au mois de janvier dernier, c'est quelque chose comme 1300 milliards de dirhams comme injection nouvelle. C'est-à-dire par rapport aux projets qui sont annoncés. Et 1300 milliards, c'est quoi? C'est une année de PIB. Donc c'est une année de PIB qui est injectée en 6 ans. Si vous faites un calcul un peu à main levée, ça donne automatiquement un taux de croissance qui dépasse les 6%. Si, bien sûr, je dis bien ainsi, c'est si toute cette valeur ajoutée, ou l'essentiel de cette valeur ajoutée, est déployée au niveau national. Qu'est-ce que je veux dire là? Les 1300 milliards, c'est une augmentation de la demande. C'est l'économiste qui parle avec l'économie. Une augmentation de la demande avec deux grandes composantes. La consommation, avec tout ce qui est donné au médical, au pouvoir d'achat, au logement, etc. Et l'investissement. Donc, si nous sommes en train de capables de capter cette demande au niveau national, bien sûr, des fois avec les investisseurs étrangers, mais aussi et surtout avec les investisseurs marocains, ça se traduira par une véritable rupture au niveau de la courbe de croissance du Maroc. Et donc, c'est une grande opportunité. Et j'espère qu'il y a des chefs d'entreprise parmi nous qu'il faut saisir. Il ne faut pas laisser, parce que si cette demande est captée essentiellement par l'étranger, nous allons créer de la valeur ajoutée à l'étranger et nous allons créer des emplois à l'étranger. Et nous allons regarder tout ça passer devant nous comme spectateurs. Je suis sûr et certain que ce ne sera pas le cas. Les Marocains ne permettront pas cela. Il s'agit d'entreprises. Donc, maintenant, je rentre chez moi, à Casablanca, à la région, avec Madame la Présidente, avec tous les collègues, Monsieur Douali, je pensais à tout. Il y a 2 ans, je suis allé le voir. On lui dit, on est en train de préparer le programme de développement de la région. Et parmi les choses que nous envisageons, c'était, avant l'annonce de la Coupe du Monde, c'est que faire de Casablanca et de la région de Casablanca un véritable hub international. Et pour cela, il manquait, on avait pensé à 3 ingrédients. Le premier, c'est l'aéroport, et on a parlé de l'aéroport et de la compagnie. Et alors, je laisserai Sergio vous dire la réponse qu'il m'avait formulée à ce moment-là. Deuxièmement, il nous faut une structure pour l'organisation de tout ce qui est événement, donc tout ce qui est exposition et palais de congrès. Et troisièmement, injecter plus de visibilité à Casablanca comme business destination. C'était avant de parler de la Coupe du Monde, et nous sommes en train d'investir sur Casa Finance City pour en faire un porte-étendard de la région Casablanca et de Casablanca en particulier pour le business et par conséquent pour le tourisme et pour le développement et pour l'investissement. Donc c'était et je suis également allé voir à ce moment-là si c'est vrai qui devait être aujourd'hui avec nous et qui pour des raisons professionnelles s'est excusé. Je l'ai vu cet après-midi. Donc je suis allé le voir pour la question de la mobilité. Je suis en train de répondre à votre question progressivement. Donc, question de mobilité, pourquoi? Parce qu'on avait fait une étude au niveau de la région qui a montré que le taux de croissance démographique d'une part, l'évolution du pouvoir d'achat et la tendance actuelle du parc automobile exige absolument une solution, je dirais, qui rompt avec les tendances actuelles et qui nécessite le développement de transports publics. La ville est en train de connaître
des équipements dans ce sens, donc le tramway, le busway, mais on a démarré la discussion et j'ai trouvé un OSF qui était déjà en train de travailler sur le sujet. Le train métropolitain, qu'on appelle communément le RER, et le train régional. Bien sûr, la LGV est une politique nationale. Moi, je suis allé prêcher pour ma région. Donc, le RER, au début, il n'était pas question d'introduire Ben Slimane. Et avec le temps, on a dit, Ben Slimane c'était nécessaire, avec la Coupe du Monde, c'était devenu vital. Donc, on ne peut pas faire une Coupe du Monde avec Slimane en étant loin, en moyen de locomotion, de Casablanca et de ce qui prend de Casablanca. Donc, il y a une mobilité ferroviaire qui se met en place en partant de ce qu'on appelle le train métropolitain, partirait de Slimane, viendrait à Mohamed Diaz, Nata, etc., entrerait à Casablanca et entrera, je dirais bien, pas au conditionnel, mais au futur, et partira jusqu'à Noisy. En traversant une gare qui n'existe pas encore, qui s'appelle Casa, qui s'appellera autre chose, mais en tout cas pour l'instant on l'appelle Casa Sud, qui va être du côté de la foire de l'office de change, donc, et qui sera donc un véritable hub de mobilité où on verra aussi bien les lignes de tramway que le train métropolitain, que la LGV, que les trains régionaux. Trains régionaux, nous aurons 2 trains régionaux, ou 2 lignes de trains régionaux, qui partiront de Rabat, qui passeront, comme le reste, donc, soit vers Casa Voyageur, soit vers Casa Port. Donc, ce qui passera vers Casa Voyageur, donc, il va atterrir, si je peux le dire ainsi, une partie ira vers Stade, en passant par Boscola, Rachid, etc. Et l'autre partie, donc, l'autre train, ira vers El Jadida et Jean Fassin. Donc l'idée, c'est de rapprocher, en termes de temps, les différents points constituant la région vers le centre de la région, en incitant l'usager, le citoyen et la citoyenne, à utiliser le transport public beaucoup plus que la voiture personnelle, en assurant une mobilité ferroviaire avec un maximum de 7 à 8 minutes d'écart donc, entre un train et un autre. Donc, il est démontré que lorsqu'on dépasse 12 minutes, les gens se lassent et prennent leur propre véhicule. Donc ça, c'est la question de visibilité internationale, mobilité. Peut-être pour rester, juste pour peut-être continuer dans ce volet mobilité, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se passent au niveau de la ville. J'aimerais tourner peut-être pour compléter. Juste cette question de mobilité, mais juste on reviendra aux autres projets. On sait ce qui est en train d'être préparé, on voit, c'est en cours, ça avance. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a d'autres projets? Qu'est-ce qui se passe peut-être sur ce volet mobilité pour rester dans cette thématique? Merci Sylvain pour l'invitation. Certes, je dirais que la question qui se pose aujourd'hui pour Casa et pour ce qui va venir à l'horizon 2030, juste je précise que est-ce que c'est un hasard 2030? C'est une date sur laquelle on a travaillé il y a bien beaucoup de recherches sur cette thématique. Stratégie nationale déjà, si je parle de l'État, stratégie nationale de développement durable à l'horizon 2030, stratégie agricole génération brune 2020-2030, il y a la stratégie énergétique horizon 2030, il y a la stratégie portuaire, stratégie nationale de gestion des risques, catastrophes, et là aujourd'hui, stratégie Casablanca pour être au rendez-vous pour 2030. Certes, avant d'entamer la mobilité, et ce qui se passe aujourd'hui vers Casablanca, d'ailleurs, je remercie Siménous parce qu'il connaît la question de la mobilité parce qu'on est partenaire là-dedans. Je réitère que vous êtes bailleur de fonds, parce que
Voilà, et vous êtes alliés avec la ville, alhamdoulilah, il faut le dire, que cette fois-ci, et historiquement parlant, nous avons des conseils qui sont en synergie. Il faut le dire, je le rappelle, politiquement parlant, on a une région et un conseil communal qui parlent le même langage. Ça, c'est important. Il faut dire que grâce à la qualité des élus dont on dispose aujourd'hui dans notre région et dans la ville de Casablanca, on arrive à avoir la même vision, on arrive à avoir, on est sur la même longueur d'onde. Donc aujourd'hui, quand on parle de durabilité pour notre ville et pour notre région, on s'inscrit, les deux conseils s'inscrivent dans la même optique et ça c'est important. Je reviens à la question de la mobilité aujourd'hui à Casablanca. Qu'est-ce qui se passe à Casablanca? Avant d'entamer, moi je croyais que vous alliez me poser la question, est-ce qu'on sera au rendez-vous? Et j'imagine qu'elle sera, parce que j'imagine toute la salle où ici est présente, elle se pose cette question. J'imagine chacun de nous, c'est une question légitime. Moi-même, je me la pose. Et c'est un défi, on en reparlera, Charles. Donc pour rester dans la question, mobilité à Casablanca. Alhamdoulilah, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté, il faut le dire, que le PDGC a été lancé en 2014. Et la vision éclairée de Sidna Mansour, il avait dit qu'il voulait un système de mobilité adéquat pour les Casablancais. Qu'est-ce qu'on est parti faire? Tout simplement le PDU, et c'était l'étude globale de la ville de Casablanca. Il y avait l'étude de mobilité. Qu'est-ce qu'il fallait présenter pour cette ville? Nous sommes une ville à pratiquement 4 millions d'habitants, qui circule au quotidien avec environ 12 millions d'habitants qui rentrent et qui sortent à la ville au quotidien. Une population active, des quartiers sous-développés et pour lesquels la question de mobilité s'impose pour une économie durable. Et on est parti pour la création, d'un système de bus adéquat. C'est un réseau de bus aujourd'hui dont on dispose, il faut qu'on soit fier de notre réseau de bus. On dispose de 700 bus qui sont des E6 qui répondent, il faut dire qu'on s'est inscrit aussi dans la durabilité. On est aujourd'hui redevable au Casablancais pour garantir de l'air pur, pour laisser respirer Casablanca. On a besoin justement qu'on ait un trafic et une mobilité qui répondent à la durabilité. Donc il fallait, de point de vue santé, il fallait avoir un système de bus qui répondent à ces E6, c'est-à-dire qu'il y a une maîtrise des effets, des gaz à effet de serre. Donc on dispose aujourd'hui d'un réseau assez dense, 700 bus qui circulent et qui sillonnent au quotidien. Ces 700 bus prennent pratiquement 400 000 voyageurs par jour. Ça, c'est des chiffres constants. On a mis en place un réseau tram qui avait démarré bien là. La vision du tram, c'était 2010 et la première ligne a été ouverte en 2012. Le tram, aujourd'hui, transporte au quotidien 200 000 Casablancais. Et donc, si on ajoute le tram, le bus, on est sur 600 000 voyageurs jour aujourd'hui qui prennent les bus en commun, le transport en commun de manière générale. Qu'est-ce qu'il faut pour compléter notre réseau? Certes, il demeure insuffisant. La vision de Casablanca, c'est aller vers un horizon où on peut transporter 2 millions de passagers jour. Pour le faire, il y a, Inch'Allah, le T3 et T4 sur lesquels on va les ouvrir incessamment, c'est question de semaines. On complète les 200 000 passagers sur les T3 et T4 et le BHNS qui a ouvert et pour lesquels on a célébré la semaine dernière 1 million de passagers en 50 jours. Dire que l'intérêt aujourd'hui du transport en commun, Casablanca, grâce à ce transport, elle a pu, d'où là je peux dire qu'on est arrivé quand même à satisfaire une bonne partie de la population. Reste, bien sûr, et je le répète, c'est insuffisant, on a quand même 65% des piétons qui partent à leur travail en marche. Et ça, c'est un indicateur sur lequel on va devoir travailler. Ça, c'est des études du PDE qui démontrent qu'encore à Casablanca, on utilise la marche pour aller vers le travail. C'est pas un bon indicateur. Normalement, il va falloir qu'on baisse ce chiffre
et qu'on arrive à moins de 60%. Là, aujourd'hui, on est pratiquement sur 65%. Donc, avec T1, T2, T3 et T4, pratiquement 800 000 passagers jour. Le réseau bus, 700 bus qui sont, je le répète, des E6 et qui préservent l'environnement. Le BHNS, avec ses 24 km aujourd'hui sur Khay Hassani et sur, vous l'avez vu sans doute, sur Boulevard Al-Quds et sur Selmia de Sbeta, on arrive quand même à transporter. Je dirais qu'on est sur 1 million d'habitants aujourd'hui grâce à ce système. La ville a un défi majeur, c'est de compléter son réseau. Monsieur le Président l'a si bien dit, c'est le RER qui vient en renfort à ce système de transport qui sera, Inch'Allah, qui sera bien étoffé. Et d'ailleurs, c'est un RER qui va sillonner de Ben Slimane vers Mouassar, vers l'aéroport. Et Tchedouk pourra aussi en parler. Et c'est pas fini. L'étude, on est sur une phase 4. La phase 5 et 6 vont venir pour nous dire est-ce qu'on est suffisant ou est-ce qu'il va falloir. La question du métro s'est posée et se posera encore une fois. L'étude n'est pas encore figée pour dire est-ce que demain on aura encore besoin d'un tel réseau. Ce qui est sûr, c'est que, Inch'Allah, avec la nouvelle gare ferroviaire qui va s'implanter, ça va être la plus grande gare ferroviaire à Casablanca, peut-être au Maroc même, en Afrique. Cette gare ferroviaire va venir compléter parce que il y aura les gares routières aussi en parallèle et tout là. Parfait. Donc justement, Madame Remedi le disait, c'est ce RER, le train périphérique desservira en fait, l'aéroport, une infrastructure stratégique pour la Royal Air Maroc, c'est la principale phase d'opération. Si on vous demande de vous projeter en 2030, à quoi devrait ressembler justement cet aéroport, ne serait-ce que pour accompagner un peu au programme de développement, sachant que la compagnie Royal Air Maroc est sur un projet de développement quand même très important. Vous pouvez nous dire l'infrastructure? Bon, évidemment, d'abord merci pour l'invitation et bonjour à tous et à toutes. Le hub de Casablanca, c'est notre hub, c'est pas Casa Sud, c'est Casablanca Khamis, qui est notre hub. Et d'ici à 2030, nous ambitionnons de plus que doubler la flotte, puisqu'on devrait atteindre à peu près 130 avions d'ici à 2030. C'est le programme que nous avons aujourd'hui qui avait été fait par anticipation par rapport à la Coupe du Monde. Il n'y avait pas d'indication, mais on avait un fort, je dirais, désir de voir cette Coupe du Monde s'organiser chez nous. Et donc on l'avait anticipé avec un besoin qui viendrait et qui ne s'était pas traité par rapport à cela. Donc qui dit 130 machines avec à peu près les 3 quarts qui parteraient, en tout cas qui utiliseraient le hub de Casablanca de manière continue, dit qu'il faudra doubler la capacité de Casablanca. Donc il y a aujourd'hui des études qui sont faites par l'OETA, je ne peux pas trop l'exprimer puisque c'est à l'OETA de le faire, mais à mon sens, il prévoit un terminal avec une nouvelle piste pour être prêt en 2030. Alors, j'espère qu'on sera prêt en 2030 avec ce nouveau terminal. En tout état de cause, il faut faire pour qu'on soit prêt et qu'on ait aussi un plan B avec les terminaux actuels pour au moins couvrir une partie de ce besoin. Quant à la connectivité avec l'aéroport, je suis très heureux de voir qu'il y a tous ces moyens de transport qui sont mis en place parce que l'objectif est de faciliter le trafic et le transfert des voyageurs. Je sais déjà que la LGV a prévu de mettre une gare dans le nouveau terminal de Casablanca qui sera construit et donc ça permettra aux passagers d'avoir un accès direct au nouveau terminal. Et la vision, elle est simple. Un passager à Washington pourra acheter un billet d'avion Washington-Tanger, prendre son avion, faire Washington-Casa, descendre directement à la gare et prendre le TGV, enfin la LGV directement sur Tanger. Donc ce sont les modèles qui existent un peu partout en Europe. On n'invente rien, on essaie de se développer à grande vitesse à ce niveau-là. Donc voilà, donc, la connectivité entre l'aéroport et la ville est importante, et toutes les villes en fait, pas seulement Casablanca, mais aussi Rabat, Marrakech et les villes avoisinantes. Les trains régionaux seront très utiles, d'autant plus que
Quand on parle quand on fait des analyses auprès des voyageurs, l'un des points noirs dans la ville de Casablanca, c'est le transport, notamment les taxis qui sont, sans rentrer dans trop de détails aujourd'hui, un élément assez particulier. Et la navette aussi, on en avait parlé, mais bon, il faut qu'on arrive à sécuriser tout ça, avoir un projet qui tienne la route. Les trains régionaux vont nous permettre aussi de transporter et de fluidifier de manière beaucoup plus efficace. Toujours pour rester dans les trains de Slimane, traverse de Slimane, le grand stade de Slimane, le grand stade de Casablanca. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce projet? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Très bien, écoutez, permettez-moi de revenir sur certaines choses qui ont été dites par mes collègues. Il est important que je puisse voir ce chantier royal, et je rejoins M. le Président en mettant l'accent dessus. Il est évident que c'est une ambition que je tiens à rappeler, qui a été affichée depuis très longtemps. Et aujourd'hui, elle devient réalité. Nous sommes un pays qui va aller organiser ou co-organiser avec l'Espagne et le Portugal la Coupe du Monde de foot en 2030. Et donc c'est grâce à cette vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, que nous en sommes là et nous en sommes ravis. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir avant de répondre directement à votre question, c'est il est évident que c'est un événement qui est extrêmement important, et pour le rayonnement de notre nation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais, comme le disait Madame le maire tout à l'heure, il faudrait le voir comme étant une opportunité exceptionnelle de développement pour notre pays. Et il est évident qu'il y a un ensemble de stratégies sectorielles qui ont été définies, qui ont une portée avant 2030, voire même après 2030. Et donc, ce projet va être l'occasion pour pouvoir donner un coup d'accélérateur à l'ensemble des projets, à l'ensemble des stratégies pour qu'elles puissent se déployer, pour qu'elles puissent être prêtes. Autre élément aussi important, c'est que toute la transformation sociétale que va connaître notre pays, parce qu'au-delà des infrastructures, il y a une affaire de comportement, il y a une affaire d'organisation, il y a tout un ensemble de choses qui certainement vont apporter une valeur ajoutée très importante, bien entendu au-delà des opportunités, on va dire, de business, de développement et de création d'emplois qui va accompagner. Donc ce n'est pas seulement l'organisation d'événements, mais c'est tous ces éléments qui vont être à côté. Alors, je tiens à rappeler quelques dates parce que je pense qu'ils vont permettre de pouvoir expliquer des choses qui vont venir juste après. C'est Alain Sro, le 14 mars 2023, a annoncé la candidature du Maroc avec le Portugal et l'Espagne pour la Coupe du Monde 2030. Je voudrais rappeler que en juillet, juste après, en juillet, la FIFA a publié les host requirements, donc toutes les conditions pour l'organisation de la Coupe du Monde. C'était la première version. Puis, le 4 octobre, Sina Mansour, encore une autre fois, a annoncé au peuple marocain par le biais du communiqué du cabinet royal la candidature unique du Maroc, Portugal et Espagne. Candidature unique, c'est-à-dire que nous avons été retenus comme candidat unique pour l'organisation de la Coupe de 2030. Donc ce n'est pas une attribution en soi, c'est une candidature unique. Aussitôt après, donc, nous avons bien entendu entamé les préparatifs pour que nous puissions nous organiser pour abriter cette Coupe du Monde. Donc il y a 6 villes qui ont été désignées au Maroc pour pouvoir abriter cette Coupe du Monde. Bien entendu, à l'évidence, la ville de Casablanca. Et un sujet qui revenait depuis très longtemps, je tiens à rappeler que ce n'est pas la première fois qu'on candidate pour la Coupe du Monde. Donc c'est quelque chose que nous avons vécu plusieurs fois, mais cette fois-ci, alhamdoulilah, elle est là-bas. Et donc, il fallait doter Casablanca d'un stade qui soit à la hauteur des ambitions de Casablanca, à la position donc, de Casablanca en tant que ville rayonnante, et puis bien entendu pour pouvoir assurer le rayonnement qu'il faut pour notre nation sur le plan international. Et donc, il y a eu le lancement via le concours architectural en octobre,
Et puis, il y a un processus qui a suivi. Je vais revenir sur ce processus pour répondre à votre question, mais je pense qu'il est important à ce que je puisse rappeler d'autres dates. Le 5 décembre 2023, la FIFA a publié on va dire, la mise à jour des host requirements pour l'organisation de la Coupe du Monde. Et puis, nous avons entamé un processus qui concerne la préparation de la candidature tripartite Maroc, Espagne, Portugal. Et donc, c'est tout un processus que nous avons entamé avec l'ensemble des partenaires, notamment l'ensemble des villes, particulièrement Casablanca. Et nous devons, tous les trois, rendre notre copie de candidature, je le précise encore une autre fois, en juillet 2024. Donc, très bientôt. Très bientôt. Donc, remettre la candidature, parce que même si on est candidat unique, le processus est continu. Et donc, juste après, il va y avoir la visite donc, de la task force de la FIFA, à l'image de ce qui se faisait et ce qui se fait partout, pour pouvoir donc vérifier ce que nous avons dit dans le dossier de candidature, est-ce que c'est bien ce qui existe, ou nous disposons de plans de mise en œuvre de l'ensemble des choses que nous avons présentées dans le dossier de candidature. Et puis, il va y avoir, juste après donc, la publication du rapport d'évaluation, et à la fin de 2024, il va y avoir la tenue de l'Assemblée de la FIFA pour annoncer officiellement la retenue de la candidature, donc Maroc, Espagne, pour Portugal, pour qu'on commence, et bien entendu, le processus après. Donc je disais, par rapport au stade de Casablanca, en octobre, il y a eu le lancement du concours architectural. En février, il y a eu la sélection donc, du groupement qui a été retenu, donc avec Tariq Olelo comme architecte marocain et Brulus comme cabinet d'architectes qui avait déjà travaillé aussi, notamment sur beaucoup de stades, particulièrement ceux du Qatar. Alors, la suite, votre question, c'est la suite, qu'est-ce qui va à l'évidence, nous travaillons aujourd'hui pour préparer les cahiers de charges, pour pouvoir lancer l'appel d'offres, pour qu'on puisse donc être prêt les dates. Alors, je vais le dire comme ça, mais c'est pour dire que nous n'avons pas le choix. Nous avons tous l'obligation d'être prêts pour que nous puissions appliquer cette candidature. Bon. Alors, justement, c'était un projet, un très grand projet. On reviendra un peu plus dans le détail. Je vais revenir à Ismaël. L'ampleur de ces projets, pour rester sur cet exemple, on parle, c'est pour 4 000 déjà, peut-être 110 000, là, ouais, on va le voir plus ou moins. Dans tous les pays, en fait, dans tous les pays où il y a eu l'organisation de la Coupe du Monde, en tout cas depuis l'Afrique du Sud et le Brésil, il y a ce fameux phénomène justement d'éléphants blancs. On retrouve ces grands projets, parfois démesurés, qui restent par la suite, voilà, c'est-à-dire qu'il ne peut pas continuer, je veux dire, leur utilité s'amoindrit avec la fin de l'événement. Quelle leçon on retient? Comment vous réfléchissez un peu à ce genre de projet pour ne pas se retrouver dans une telle situation? Et ça donne l'occasion d'enchaîner, parce que je m'excuse, je vous ai interrompu tout à l'heure, peut-être pour enchaîner sur les autres grands projets de la région. J'ai démarré mon intervention en parlant de projets structurants dans un cadre de grand chantier que je tiens à souligner, ce sont des chantiers royaux. Et dans ces chantiers, il y a des chantiers d'infrastructure qui étaient lancés bien avant la candidature. Et parmi ces chantiers, nous, au niveau de la région, la ville, de son côté, avait également programmé un ensemble de grands chantiers d'infrastructure, la question de l'eau, la question de l'énergie, la question de recyclage de déchets, la question